Chers auditeurs, bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième rendez-vous du podcast de la chaire de gestion de crise Wedgie. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir pour ce format partage d'expérience Madame Daisy Aquier. Bonjour Daisy. Bonjour Tanguy, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je vais faire une petite présentation pour nos auditeurs. Durant 10 ans, tu as été gestionnaire des risques et des crises dans le secteur public au sein de nombreuses institutions, ministère de l'écologie, collectivités locales et également la SNCF et bien d'autres. Au début de ton parcours, tu as fait un crochet de 3 années au SAMU social de Paris, où tu as pu côtoyer de près l'urgence sociale. Et depuis, tu as toujours conservé ces deux appétences, ces deux casquettes, si je peux se dire, entre la protection civile et le social. Ta dernière fonction en tant que gestionnaire des risques et des crises était au centre d'action sociale de la ville de Paris. Et durant le même temps, tu as été, comme on peut dire, la madame sociale chez les pompiers de Paris. Et puis en 2017, tu as initié chez les pompiers de Paris un programme qui s'appelle Vivre ensemble, qu'on va avoir l'occasion de découvrir aujourd'hui. Et tu as quitté ton job de risk manager et puis, tu as développé ton propre projet qui vise à engager les services d'incendie de secours et surtout à contribuer au développement du lien social. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la gestion des risques pour œuvrer en faveur du lien social et du vivre ensemble, du coup, Daisy? Alors le déclic, je l'ai eu lorsque justement je travaillais au Centre d'action sociale de la ville de Paris. Je travaillais de 2013 à 2018, donc sur les questions de résilience citoyenne et organisationnelle. J'élaborais surtout des plans pour prendre en charge les personnes vulnérables en cas de catastrophe, mais aussi pour préparer les publics autonomes à faire face à ces événements. J'étais également en charge de concevoir le plan de continuité d'activité et le dispositif interne de gestion de crise. Et à cette époque, ce qui me plaisait vraiment, c'était la résilience citoyenne. Donc, je baignais dans les expressions bien connues. Il faut développer la culture du risque, il faut sensibiliser les citoyens, il faut rendre le citoyen acteur de sa propre sécurité. Et puis, j'ai commencé à me rendre compte que pour tous ces programmes de sensibilisation, pour inclure les citoyens, on mobilisait beaucoup de ressources, de temps, d'énergie, de l'argent, j'imagine, mais aucun programme, aucune en fait, sensibilisation ne portait ses fruits. D'ailleurs, il n'y avait pas d'évaluation d'impact. En tout cas, quand je dis elle ne portait pas les fruits, c'est-à-dire que les gens n'y allaient pas. Et chez les risques managers, mes petits camarades et moi, personne ne se posait vraiment la question de pourquoi ça fonctionnait pas. Et tout le monde se disait, peut-être de manière un peu induite, c'était pas forcément formulé, mais que ça semblait être un peu la faute du citoyen qui n'en avait pas l'envie, qui n'était pas responsable. Et là, du coup, ça a été ton premier constat de ce qui n'allait pas au sein de ton métier. Directement, voilà. Mais j'allais pas forcément plus loin et je continue à faire ce que je faisais, comme tout le monde, sans se poser de questions. Et puis, j'ai fait une rencontre, en fait, un ensemble de rencontres avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et cette rencontre-là, elle a été décisive. Alors, quand je parle des acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment une communauté très large de citoyens engagés, de ce qu'on appelle des entreprises sociales, c'est-à-dire qui vont qui vont essayer de résoudre un problème de société, et tout un écosystème d'incubateurs, de financeurs, etc. Tout cela engagé dans la transition sociétale. Et tous ensemble, ils se mettent à l'œuvre vraiment de manière très collaborative pour, j'allais dire, créer un monde meilleur. En tout cas, ils cherchent à résoudre des problèmes de société, sociaux et environnementaux. Et juste pour donner un exemple très large, dans ceux qui sont connus, par exemple sur l'alimentation saine et durable, on a l'exemple de Yuka qui va permettre d'identifier pour chaque consommateur ce qu'il va manger. Ça peut être la finance durable. Il y a seulement quelques semaines, j'ai changé de banque pour aller chez Helios. Donc, tout l'argent qu'on met à sa banque ne va pas financer des activités destructrices, mais des activités, on va dire, qui sont réellement créatrices de valeur. Un peu plus Euh, éthique, peut-être? voilà, donc c'est vraiment très très large, c'est sur le changement climatique, c'est sur la finance, la mode éthique et durable, le bien vieillir, la santé, la cohésion sociale, donc tous les sujets de société sont traités. Et dans cet écosystème, on va dire qu'il y a des caractéristiques qui peuvent être différentes de ce que j'avais connu avant dans le secteur public. D'abord, il y avait une culture de l'évaluation d'impact. Alors, je ne parle pas d'une évaluation de la satisfaction, mais bien de l'impact que ça a sur le problème qu'on veut résoudre. Et notamment en termes de changement de comportement. En tout cas, de manière globale, ça développe, à mon sens, le pouvoir d'agir des citoyens. Il y a aussi une caractéristique au niveau de la gouvernance. Là où j'avais toujours travaillé dans le secteur public, on était en modèle d'intelligence collective qui repose sur des organisations hiérarchiques pyramidales et sur la centralisation de l'information.
Et là, j'étais face à des organisations qui fonctionnent, on va dire globalement, un peu différemment. Elles ont souvent des gouvernances plus plates, plus agiles, et on parle d'ailleurs dans ces cas-là, quand le processus est abouti, de gouvernance partagée. Voilà, quand c'est des petites structures, il n'y a pas de problème pour que ça reste pyramidal, mais d'ailleurs, elles ne cherchent pas forcément à grossir, elles cherchent à multiplier leur impact, ce qui n'est pas la même logique. Et donc souvent, au lieu de grossir elles-mêmes, elles vont chercher à se répliquer, à ce que d'autres reprennent le modèle. Donc là, on est face à des acteurs qui, pour moi, en tout cas, travaillaient beaucoup plus en collaboration et avec la notion de communauté qui est très forte. Et c'est intéressant vraiment ce que tu pointes, ces caractéristiques, parce que on a pu le voir avec le podcast précédent avec Johnny Deviné, c'est vraiment la compréhension du comportement citoyen des différents acteurs qui sont vraiment une clé de réussite d'un projet. Effectivement, le citoyen va prendre une place majeure un petit peu dans tout ce que je vais évoquer. Et donc, en fait, tous les jours, aujourd'hui encore, je vois des nouveaux, ce qu'on appelle des projets à impact, qui se créent par des entrepreneurs sociaux. Mais derrière eux, il y a des centaines de citoyens qui sont prêts à les soutenir parce ils participent d'une manière ou d'une autre. On parlait des consommateurs tout à l'heure avec Yuka, mais ça peut être un autre titre. Ils participent parce que ça répond à leurs besoins. Et donc, je pense, l'exemple qui pour moi est le plus important, qui est celui de la communauté Make Sense. C'est une communauté qui a 10 ans maintenant, qui est sur 5 continents, et qui propose, entre autres, des programmes d'engagement citoyen, qui donnent, j'allais dire, vraiment le pouvoir d'agir. Ils ont vraiment développé une expertise sur ce sujet, et qui permet aux citoyens de passer à l'action facilement, collectivement, et je dirais même joyeusement. Et pour ça, ils ont une recette un peu. Donc c'est toujours collectif, c'est toujours un petit groupe où le pair à pair va jouer un rôle important. Donc on n'est pas dans une structure descendante, mais bien horizontale, avec des méthodes d'intelligence collective. Et il y a toujours un facilitateur qui va être là un peu pour un peu mettre de la convivialité et j'allais dire déstresser le truc. Make Sense, c'est une véritable machine de l'engagement. En 10 ans, ils ont permis à 200 000 citoyens d'agir sur des sujets qui les touchent. Alors, ils leur ont donné les moyens d'agir. Ils ne leur ont pas dit ce qu'ils devaient faire. Et c'est vraiment intéressant parce que moi, ce que j'ai vu là, des citoyens engagés, c'est pas ce que j'entendais ou ce que je pensais voir dans le monde, on va dire, de la protection civile, où il y avait une sorte de message induit qui disait que le citoyen n'était pas très responsable, qu'il était désengagé. Donc déjà, voilà, ça a commencé à faire évoluer mon regard. On regarde parmi tous ces sujets de société, il y en a un qui est celui du lien social ou de la cohésion sociale qui ressortait beaucoup, puisque la cohésion sociale, c'est le deuxième enjeu de société qui a été choisi par les entrepreneurs sociaux pour créer une activité. Donc ça montre bien qu'il y a un besoin. Et derrière ça, j'ai vu aussi un grand besoin de connexion et de reconnexion aux autres de la part des habitants. Là où, dans le monde de la protection civile, j'avais l'impression où on disait que les gens étaient individualistes. Et donc, pour vous donner quelques exemples de ces entrepreneurs sociaux, à qui sont-ils? Alors, effectivement, tu as parlé du social bar. Donc, aujourd'hui, c'est des social bars, mais à l'origine, le premier social bar, c'est un laboratoire de convivialité qui partait du constat que, en fait, les bars ne remplissaient plus leur fonction de bar de village où se rencontrer et que aujourd'hui, dans les villes, on allait dans les bars avec ses amis, on ressortait avec ses amis et on rencontrait personne. Donc, ils ont voulu changer ça, recréer le bar de village et ils ont créé un parcours de convivialité et aujourd'hui, ils ont vraiment développé une vraie expertise, tout simplement pour faire en sorte que des gens qui ne se connaissent pas se parlent, de vaincre cette petite appréhension qu'on peut avoir, surtout en ville, de parler à l'autre. Et ça marche très très bien. Et on est bien dans une dynamique où il n'y a pas une personne qui donne et une personne qui reçoit, mais tout le monde finalement a quelque chose à offrir et tout le monde reçoit beaucoup. L'avènement de ces réseaux montre bien à quel point il y a un besoin. Et puis, au-delà des entreprises sociales, je pense aussi à des collectifs d'habitants qui, seuls, se sont montés en collectif pour créer leur habitat participatif à l'âge de 30, 40, 50 ans, parce qu'ils veulent vieillir ensemble autour d'activités communes et de valeurs communes et de partager des choses. Au final, j'ai découvert tout un monde et j'ai vu de mes propres yeux que là où moi et mes petits camarades, on échouait depuis de nombreuses années à vouloir faire en sorte que les gens soient résilients individuellement à travers des formations qui parlaient de trucs négatifs et complètement déconnectés de leur quotidien, eh bien, ces entrepreneurs-là, ceux qui agissent sur la cohésion sociale, ils avaient réussi à rendre les gens plus résilients, collectivement, simplement en les rapprochant et autour de sujets plutôt positifs qui avaient du sens dans leur quotidien. Et au final, parce que ça répondait à un besoin profond, de lien à l'autre, de reconnexion, aussi de créer du lien entre tous de manière non stigmatisée. On n'est pas nécessairement dans l'aide aux personnes vulnérables. Du coup, toute cette expérience, ce constat t'a permis de construire, puis c'est réellement dans ton parcours professionnel une véritable prise de conscience, c'est ça?
C'est complètement une prise de conscience et surtout, je me suis rendu compte moi et mes petits camarades, on avait un regard sur la société, mais on voyait les choses à travers notre prisme unique de la protection civile, sans voir peut-être ce qui se passait sur d'autres fronts et les dynamiques qui pouvaient exister, qui étaient aussi différentes. Et en fait, là, du coup, j'ai refait le parallèle avec mon métier. Et là, j'ai pris conscience dans ce que j'essayais de faire, c'est-à-dire de sensibiliser la population aux risques de catastrophe, que ça ne pouvait pas fonctionner. En tout cas, c'était mon sentiment qu'on ne pouvait pas développer la culture du risque en France, en tout cas en France métropolitaine. Alors déjà, culturellement, on est dans un pays où les dispositifs de protection sociale sont importants, donc ça, en tout cas, c'est un contexte culturel qui fait qu'on ne peut pas forcément directement reproduire des modèles étrangers, comme on a pu le penser à un moment. Surtout par rapport au modèle anglo-saxon qui est moins protecteur. Pour le moment, c'est deux mondes parallèles. Alors, ils ont effectivement on va dire, des prises en charge par l'État qui ne sont pas les mêmes. Et puis, ils ont aussi une fréquence d'événements catastrophes qui n'est pas ressentie de la même manière que chez nous. Enfin, à mon sens, même si on peut considérer que ça augmente, en tout cas, notre cerveau n'a pas encore intégré que ces événements, il y en avait de plus en plus. J'ai surtout compris que quand on parlait aux gens de risque, c'était négatif. Et que la psychologie humaine, ou le cerveau en tout cas, se fermait, n'était pas prêt à aller écouter ces messages-là, c'était pas désirable. Et que quand on parlait de risque de catastrophe, c'était encore pire, parce que là, on tombe sur une fréquence qui fait qu'on pense que ça ne peut pas nous toucher, et donc on ne parlait à personne. Je pense que quand j'essayais de sensibiliser la population au risque, je ne parlais à personne, sauf à mes camarades, qui eux-mêmes étaient déjà sensibilisés. Et aussi, j'ai pris conscience qu'on ne pouvait pas espérer que les gens fassent quelque chose parce qu'on leur dit de le faire. Que dire aux gens de ne pas prendre sa voiture en cas d'inondation ou de ne pas aller chercher ses enfants à l'école, je pense qu'il n'y a aucun message prescriptif qui n'a jamais fonctionné de cette manière et qu'à un moment, il faut se poser la question. Et c'est là où je pense au côté positif et convivial qu'il existe dans cet écosystème à impact où on donne un pouvoir d'agir, mais différemment. Effectivement, ce regard sur le citoyen, pour moi, il n'était pas le bon parce que à vouloir, essayer d'impliquer, enfin en tout cas de sensibiliser tous les citoyens, je pense que ça pouvait pas marcher. Aussi parce que les gens qui sont connexion avec le quotidien et donc les gens qu'on pourrait engager dans une démarche de protection civile, que ça va vraiment toucher, je pense qu'ils sont déjà passionnés et qu'ils sont déjà engagés dans des associations agréées de sécurité civile comme la Croix-Rouge ou la Protection civile, l'Ordre de Malte, etc. Et je pense que tous les autres, on attendait d'eux, en tout cas, certaines choses du citoyen, qu'il apprenne les gestes qui sauvent, qu'il fasse un plan familial de mise en sécurité, et si le cœur lui en dit et qu'il sont un peu plus engagés d'aller dans une réserve communale de sécurité civile. Et non seulement c'est déconnecté du quotidien, mais en plus, c'est comme si on avait voulu décider pour eux de la forme que devait prendre leur engagement. Forcément, ils ne répondaient pas à cette demande, donc on avait l'impression qu'ils étaient désengagés. Mais en fait, je pense qu'ils sont engagés, mais simplement qu'ils ne sont pas là où on a décidé qu'ils devaient être. Tout à l'heure, quand je disais qu'au sein de l'écosystème impact de l'économie sociale et solidaire, il y avait une gouvernance qui était peut-être un petit peu différente. J'ai parlé de gouvernance partagée, et en fait, ça n'est pas que chez les entrepreneurs sociaux. Pour moi, c'est tout l'écosystème, et c'est la population aussi. Pour moi, c'est une tendance générale. C'est un petit peu comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment, me semble-t-il, où une partie de la population est en recherche de démocratie participative et ne souhaite plus une démocratie uniquement représentative. Pour moi, c'est la même chose. On va vers des gouvernances distribuées où les gens veulent avoir plus de, on va dire, place dans la décision. Et le système de protection civile, c'est clairement, majoritairement, on va dire, une organisation pyramidale qui est basée sur une chaîne de commandement. C'est ce qu'on appelle les systèmes simples. Et pour moi, ce système simple, il ne sait pas gérer ces complexités. Et il a du mal à appréhender l'implication des citoyens qui seraient ancrés dans des dynamiques plus horizontales, moins formelles et donc moins contrôlables. J'ai découvert il y a quelques jours un article du Monde où j'ai pu mettre les mots là-dessus, je ne les avais pas avant, qui disait que l'individualisme, c'est la culture du chacun pour soi et que l'individuation correspond à une culture du choix où chacun affirme son autonomie et sa capacité d'orienter son action sans être contrôlé et contraint. Et là, j'ai compris que on pensait que les gens étaient individualistes, mais en fait, voilà, c'est autre chose. C'est une culture du choix. Et c'est sans doute plus profond que ça, parce qu'on est quand même dans une société où les citoyens sont engagés. On est en France, le pays où les citoyens sont plus engagés dans le monde associatif. Alors là où tu as complètement raison, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu autant d'engagement citoyen en France. Ça fait, c'est pas seulement l'effet Covid, ça fait 4-5 ans que c'est le cas. L'engagement a simplement évolué, ses formes ont évolué, mais il est très très fort. Encore eu un dernier conseil il n'y a pas très longtemps.
sur pourquoi ça ne pouvait pas fonctionner. Depuis, du coup, quelques années, je suis devenue entrepreneuse et quand on entreprend, qu'on propose un produit ou un service à quelqu'un, on applique des méthodes de design thinking pour répondre à son besoin. Et on doit remplir des critères du produit, du service, de viabilité, de désirabilité et de faisabilité technique. Et puis, très rapidement, on doit tester son produit auprès de son utilisateur pour voir s'il a envie de s'en emparer. Et là, je me suis rendu compte que quand j'étais dans le service public, déjà, on ne cherchait pas à faire un produit rentable. Voilà. Mais du coup, on ne se questionnait pas sur cette désirabilité et on n'allait pas vers les citoyens pour tester, pour savoir si ça lui convenait. Et donc, je pense à toutes ces applications, en tout cas, ou même les formations en sensibilisation qu'on a voulu proposer aux citoyens, je pense qu'on ne l'a pas conçu avec eux. Et du coup, on ne s'est pas rendu compte qu'en fait, ce n'est pas forcément ce qu'ils souhaitaient. Ça répondait pas forcément, en tout cas directement. Et ça, je pense que c'est une des raisons aussi des échecs de ce qu'on souhaite proposer aux citoyens qui ne fonctionne pas. C'est vraiment intéressant cette approche d'entrepreneur que tu as, Daisy, parce qu'avec la notion de désirabilité, tu arrives à nous expliquer comment ton approche professionnelle pouvait, à l'époque, quand tu étais encore risk manager, avoir un impact et expliquer cette complexité et cet échec. Du coup, en somme, l'aspect désirable pour le citoyen a vraiment été la clé de réussite de cette approche de prévention pour que le citoyen soit plus résilient face à un risque, c'est ça? Alors effectivement, je voyais bien que cette approche lien social, cohésion sociale était finalement sans doute la clé. Et puis, c'est là où je me suis dit, en fait, est-ce qu'on n'a pas, en voulant sensibiliser les citoyens, qu'à les préparer aux catastrophes, en voulant développer la culture du risque, est-ce que on n'a pas confondu l'objectif et les moyens? À mon sens, l'objectif, c'est pas que les gens soient préparés aux catastrophes, c'est que tout le monde s'en sorte sain et sauf. Et pour s'en sortir sain et sauf lors d'une catastrophe, donc il faut que les services d'assistance et de secours puissent en tout cas venir en aide à ceux qui en ont vraiment besoin. Mais pour ça, il faut que le reste de la population, justement, soit résiliente et sache s'entraider. Et ça, pour moi, c'est pas nécessairement de la préparation catastrophe qui va créer cette entraide, parce que l'entraide, ça se décrète pas. Et c'est là où je suis convaincue que ces comportements en cas de crise, on peut pas juste les inventer pour les cas de crise. Ils découlent de comportements qui sont déjà ancrés au quotidien. Et si dans la vie de tous les jours, on va facilement vers les autres, qu'on ose s'adresser à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on connaît ses voisins, eh bien, je suis intimement convaincue qu'en cas de souci, ça va naturellement se décliner en entraide et qu'en cas de catastrophe, ça se déclinera naturellement en solidarité. Et c'est là où, effectivement, je pense que le lien social a toute sa place dans un schéma global, on va dire, de protection civile ou de sécurité. Et c'est vrai qu'on est habitué en France d'un État fort, d'un État qui nous protège et qui nous secourt de manière efficace au quotidien. Et cette crise sanitaire a pu relever que le citoyen a peut-être pris cette habitude et que c'est ancré finalement dans notre culture. Est-ce que ça impacte pas notre résilience en tant qu'au quotidien, cette culture de l'État fort? Alors, c'est vrai que, j'allais dire, l'État-providence, qui a créé un peu notre nation, telle qu'on la connaît aujourd'hui, il est très ancré dans nos comportements. Voilà, on a un pays qui a une volonté de forte, protection, mais je dirais même, on a tous une définition différente de la solidarité. Il me semble que notre État a défini la solidarité à travers ces principes-là, mais c'est de la solidarité indirecte par les impôts, etc. Et donc, effectivement, on a un peu tous des comportements plus ou moins attentistes, mais en même temps, on prend aussi conscience qu'on aimerait peut-être que ce soit différent. Donc, j'ai l'impression qu'on est dans un entre-deux, clairement, on est dans une ère de changement, où on a été habitué à quelque chose, on voudrait en sortir, après, c'est pas si facile. Voilà, faut se changer aussi nous-mêmes. Et clairement, c'est vrai qu'il y a certainement des seuils. Et là, pour moi, la crise du Covid a eu vraiment l'avantage de mettre en relief à la fois le fait que le lien social, c'est une valeur hyper importante. Également, elle a mis en valeur, je pense, pour les acteurs de protection civile, le fait que tous les citoyens ne sont pas individualistes. Non, les citoyens ne sont pas irresponsables. Il se passe, en fait, il y a plein de choses. C'est juste qu'on ne le voyait pas forcément. Et là, ça l'a rendu, je pense, visible. Justement, comme j'avais pu le dire en introduction pour te présenter, Daisy, tu es à l'initiative d'un projet avec les sapeurs-pompiers, et plus particulièrement la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Aujourd'hui, tu vas lancer l'initiative Vivre ensemble, qui est un projet où tu t'intéresses fortement au caractère social des interventions.
Effectivement, les acteurs de la sécurité nationale et plus particulièrement les pompiers sont vraiment confrontés à cette hausse particulière des interventions avec un caractère social fort. En quoi consiste ce projet et à quels besoins répond-il? Alors, si je reviens un petit peu en arrière par rapport au changement qui s'est un petit peu opéré en moi par rapport à tout ce que je t'ai évoqué, je me suis retrouvée avec ce constat en fait, c'est sur le lien social qu'il faut appuyer. Je me suis dit, là, j'étais encore dans une posture gestionnaire de risque et de crise. Et je me suis dit, bah, plutôt que de continuer à dépenser notre énergie, notre temps, nos ressources à vouloir développer la culture du risque et à faire des sensibilisations où personne ne vient, alors qu'il y a des acteurs qui arrivent à créer du lien et qui arrivent bien, mais qui sont peut-être pas encore suffisamment connus, peut-être que le monde de la protection civile pourrait venir en renfort et venir renforcer leur action pour, on va dire, accélérer l'impact. Donc c'était l'idée que j'avais et que je voulais mettre en œuvre auprès des gestionnaires de risques dans les communes. Et puis donc j'ai essayé de le faire. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce serait un petit peu compliqué parce que ces publics-là, les gestionnaires de risques et des crises, celles que j'étais, ne voyaient pas forcément où était le problème. Donc ils n'avaient pas de point de douleur. Et donc voilà, il n'y avait pas de gêne sur laquelle, en tout cas, on pourrait s'appuyer pour mettre en place ce projet-là. En revanche, il y avait un autre public, toujours dans le monde de la protection civile, qui lui était effectivement en souffrance, comme tu l'as évoqué, donc les services d'incendie de secours, les sapeurs-pompiers. Alors pas que, mais il me semble que c'était en tout cas eux qui étaient le plus impactés depuis, je pense, au moins au bas mot, une dizaine d'années, mais c'est beaucoup plus. Simplement que les premiers rapports que j'ai datent d'il y a 10-15 ans, qui faisaient face à cette crise qu'ils ont nommée la crise du secours d'urgence. Donc effectivement, ça c'est un constat de toute façon qui est partagé par on va dire l'écosystème du secours, c'est qu'il y a de plus en plus d'interventions de secours, mais en fait c'est enregistré au titre du secours. Un certain pourcentage qu'on ne connaît pas parce qu'il n'y a pas d'analyse, en tout cas selon eux, n'en relèverait pas. Moi, dans cet ensemble de situations pour lesquelles ils interviennent, mais qui, selon les pompiers, ne sont pas de leur ressort, je vois deux grandes catégories. Je vois ce qui relève quand même de la santé, qu'ils appellent la bobologie, voilà, des douleurs persistantes, et la personne appelle 3 jours après au lieu d'aller voir son médecin traitant. Et puis, je vois un autre ensemble qui aujourd'hui porte un nom, qui s'appelle les interventions à caractère social. Et là, je vais donner quelques exemples pour qu'on sache de quoi on parle. Donc, les exemples sont très variés. Ça peut être une personne qui est seule et qui ne peut plus rentrer chez elle parce que l'ascenseur est en panne, qu'elle a une perte d'autonomie, mais qu'elle n'a personne pour l'aider à monter. Ça peut être, une personne qui a le bras dans le plat, qui ne peut plus se faire à manger toute seule. Ça peut être une personne qui n'est pas en capacité de passer de son lit à son fauteuil seule, et qui, même si elle bénéficie d'aide à domicile, l'aide à domicile n'est pas là H24, a besoin de quelqu'un pour l'aider à faire ces mouvements-là. Et puis l'exemple le plus connu, je pense, parmi les services d'incendie de secours, c'est la télécommande qui a glissé du fauteuil. Ça, c'est vraiment du coup la détresse sociale et l'urgence que les pompiers étaient confrontés régulièrement dans leur intervention. Et du coup, ça a vraiment été cette piste sociale que tu as envisagée. Et l'impact, là, pour le coup, il y avait un point de douleur. Il y a un point de douleur chez les pompiers parce que ça pèse fortement déjà sur eux, parce qu'ils ne se sont pas engagés pour ça. À partir d'un certain seuil, là, on a un effet vraiment de quantitatif, fait que ça devient difficile pour eux, sachant qu'ils voient bien qu'ils n'apportent pas forcément de valeur ajoutée à ces situations en tant que pompiers. Et ça contribue aussi clairement au désengagement. Aujourd'hui, on reste plus toute une vie chez les pompiers. Ça pèse aussi sur les services d'incendie-secours qui, du coup, font face à une vraie pression opérationnelle. Et qu'est-ce que crée cette pression ? Ça fait qu'on essaie de trouver des solutions. Et dans les solutions, c'est quoi ? C'est toujours plus de tri des appels. Donc, il y a un seuil au-delà duquel c'est dangereux parce que ce qu'on a au téléphone, c'est pas ce qu'on a sur le terrain. Donc, ça crée un risque de mauvaise évaluation. C'est mettre 2 bonhommes là où il y en avait 3 avant. Enfin, en tout cas, on rentre dans une logique de rationalisation des moyens ou de dire de plus en plus non à la potentielle victime. Et là, ça crée vraiment des risques. Et puis surtout, ça crée un risque pour la population, et ça, les pompiers en sont conscients. C'est-à-dire que quand ils sont engagés auprès d'une personne qui est appelée parce qu'elle se sent vraiment seule et qu'elle a envie de discuter, il n'y a pas de souci. Enfin, ils comprennent cette détresse sociale. Le problème, c'est que dans ce temps-là, ils sont pas disponibles pour un arrêt cardiaque ou un feu. Et on va faire venir un engin de plus loin. Et donc là, ça va créer des temps d'intervention qui vont être beaucoup plus longs, et donc ça crée aussi des risques pour la victime.
Et donc, au final, le vrai danger, il est dans le fait qu'aujourd'hui, on a un modèle qui est considéré comme acquis, modèle du secours. On va dire en moins de 7 minutes, on a une équipe de super secouristes en bas de chez soi, prêt à intervenir pour un feu ou un arrêt cardiaque. Tout ça, c'est gratuit et c'est inconditionnel, c'est rapide, c'est efficace. Mais en fait, demain, on n'est pas sûr du tout que ça perdure. C'est vraiment tout le système qui est en train de s'effondrer, qu'on essaie de raccorder avec des pansements, mais c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que je dis que sur ce public-là, un vrai point de douleur, il fallait trouver une solution. Et là où on en arrive sur le lien social, c'est que moi, ce que j'ai constaté, c'est que les solutions qui ont été déjà creusées, il y a plein de solutions qui ont été expérimentées, c'est qu'elles ont toutes été dans l'écosystème secours santé. C'est vrai que les pompiers travaillent avec le SAMU, ils connaissent. Mais ils n'ont jamais creusé la piste du social, parce que c'est pas dans leur écosystème. Ils connaissent pas, pour eux, les acteurs sociaux, c'est une vraie mosaïque à triple couche d'acteurs, et c'est très compliqué à comprendre. Et en réalité, c'est vraiment très compliqué à comprendre. Et puis surtout, ils restent dans le cadre de leur mission. Leur mission, c'est l'urgence. Ça veut dire qu'ils agissent à partir du moment où il y a un appel d'urgence. Mais c'est trop tard. La détresse, elle est déjà là. On est déjà dans le curatif. Déjà dans le curatif, le problème, c'est que si c'était constant, ce serait pas gênant, mais là, on est face à un nombre d'appels d'urgence qui ne cesse d'augmenter, et donc des détresses sociales qui ne cessent d'augmenter. Donc, si on se contente du curatif, on va continuer à se prendre la vague qui va augmenter. Donc, ça résoudra pas le problème de fond. Là où moi, je suis allée un petit peu plus loin, donc à travers une expérimentation où j'ai accompagné la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, c'est qu'on s'est rendu compte que, on va dire, le premier réflexe pourrait être de penser qu'il s'agit de détresse sociale et que les services sociaux vont pouvoir s'en charger. Alors c'est vrai en partie, il y a des situations où c'est vraiment des détresses sociales, et là on est sur des personnes qui cumulent une vulnérabilité avec une forme d'isolement ou de solitude. Et là, du coup, on est sur des publics en précarité financière, des publics âgés ou en perte d'autonomie ou situation de handicap, ou des publics malades. Donc oui, ça rentre dans les cases des services sociaux, effectivement, et on peut transmettre ces situations aux services sociaux. Donc déjà, il y a quelque chose à faire. Mais on s'est rendu compte que ça ne concernait au maximum que 30% des interventions à caractère social, au maximum. Ça veut dire que les services sociaux ne peuvent pas se charger de la majorité des situations. Pourquoi ? Parce que là, on a constaté, en tout cas sur Paris et Petite Couronne, que 70% de ces interventions à caractère social, enfin pour 70% d'entre elles, l'action d'un voisin aurait suffi. En fait, les personnes n'avaient pas besoin des pompiers, elles avaient besoin de quelqu'un, tout simplement, et c'est avant tout d'un besoin de lien humain, pas besoin d'une aide à domicile. Et donc ça c'était vraiment représentatif d'un état du lien social. Et je l'ai complètement mis en corrélation, cette augmentation du nombre d'interventions chez les pompiers, qui ont pris 50% en 10 ans, avec l'augmentation de l'isolement, où dans les mêmes 10 années, on est passé de 9 à 14% de la population, et même à presque 20% de la population pour la solitude. Donc vraiment, les deux progressent de manière un peu parallèle. Et l'isolement, la solitude progresse de manière générale, mais qui est notable, c'est que ce qui augmente les plus fortes progressions, c'est chez les jeunes et aussi chez les cadres aisés. Donc ça touche vraiment tout le monde. On ne peut pas penser que de se contenter de se dire que c'est uniquement des publics vulnérables, en tout cas au sens social ou au sens de la protection civile. C'est vraiment intéressant ce que tu soulignes, Daisy, parce qu'on a vraiment tendance, en tant que citoyen, à avoir une idée préconçue sur les statistiques des interventions, etc. Et là, ce que tu soulignes, c'est que statistiquement, ça touche tout le monde, les interventions à caractère social. Alors, c'est pas complètement faux de dire que l'urgence sociale ne va concerner que ces publics vulnérables, mais c'est aussi parce que l'action sociale s'est construite comme ça en France. Il me semble que l'action sociale, elle est vraiment sur l'accès aux droits. Elle est axée sur l'accès aux droits. Elle y répond aussi avec des professionnels. Et donc, on n'est pas sur du lien humain. Ça répond pas aux mêmes besoins, hein. En tout cas, c'est structuré un peu comme la protection civile, c'est-à-dire qu'elle répond à l'urgence. L'action sociale, aujourd'hui, répond à l'urgence. Aussi dans le curatif. Donc, forcément, on est sur des publics qui sont devenus vulnérables avec le temps, et on l'a pris en considération que quand la vulnérabilité est venue s'ajouter à l'isolement. Alors que si on avait pris l'isolement avant, peut-être que cette vulnérabilité ne poserait pas de problème. En tout cas, elle en poserait peut-être moins. Donc ça, c'est comme ça que moi, je le comprends. Et puis oui, il y avait un petit quelque chose dans la progression aussi de l'isolement de la solitude, c'est que dans les facteurs qui ont été étudiés sur les 10 dernières années, il y en a un qui a attiré mon attention, c'est la méfiance. La méfiance envers l'autre a aussi augmenté, elle est passée de 54 à 65%. Donc 65% de la population pense qu'on n'est jamais assez méfiant
envers l'autre. Alors du coup, je reviens à ta question initiale. Quel est ce projet donc, qui s'appelle l'initiative Vivre Ensemble? En fait, donc ça part du constat qu'il y a d'un côté les pompiers qui souffrent finalement de l'insuffisance du lien social, hein, on repart sur ces 70% des interventions à caractère social, et qu'à côté, il y a toujours ce même constat d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui sont très engagés sur la question de la cohésion sociale. Donc je me suis dit, on a une carence d'un côté, on a une ressource de l'autre, comment on peut faire pour que les pompiers puissent s'appuyer sur cette ressource ou peut-être lui donner, on va dire, lui offrir un petit coup de pouce pour pouvoir renforcer l'action. Donc c'est parti de là. Et pour pouvoir, en tout cas, faire travailler ensemble les pompiers et les acteurs de l'économie sociale et solidaire, j'ai regardé rapidement quelles sont les interactions de ces acteurs autour des habitants qui sont en insuffisance du lien social. Donc comme on a vu, on a les pompiers qui en fait finalement interviennent beaucoup trop, mais qui sont très connus du public. On a les services sociaux qui, on va dire, je pense, sont dans une phase où ils interviennent beaucoup, mais ils n'ont peut-être pas encore pris conscience que ça allait vraiment augmenter, parce que le besoin augmente et qu'aujourd'hui, ils ne connaissent pas tous leurs clients. Il y a 30 à 40% de non-recours aux aides sociales aujourd'hui en France. Donc ça, ils le savent, mais ils n'ont pas encore pris la vague de ces 30-40% en plus, au moins, plus l'augmentation qu'on voit avec l'isolement et la solitude. Et puis, il y a ces acteurs engagés dans la création de liens sociaux, qui sont très actifs, qui, par des évaluations d'impact, montrent que ça marche, mais qui, par contre, ne sont pas forcément très connus, justement, de ce public-là. Donc, l'idée, c'était de se dire, on a un gros flux chez les pompiers, un moyen flux chez les services sociaux et un petit flux chez les entrepreneurs sociaux. Comment changer ces flux ensemble pour réduire, en tout cas, on va dire réduire les flux services sociaux et pompiers à leur juste niveau pour qu'ils puissent faire correctement leur travail et augmenter le flux de ces entrepreneurs sociaux pour venir vraiment renforcer le lien social en amont. Donc, tout ça, pour que ce soit possible, il faut du lien entre ces trois acteurs qui, jusqu'à présent, n'existaient pas. Pas de lien entre pompiers, services sociaux, entrepreneurs sociaux. Et donc, toute l'idée de l'initiative Vivre Ensemble, c'est de mettre ces trois types d'acteurs en synergie pour finalement, là où chacun luttait à un niveau différent, à une étape différente du problème, de venir tous ensemble contribuer à favoriser collectivement le lien social en amont et réduire toutes ses conséquences. Donc ça, c'est l'idée de prévention sociale. Donc, concrètement, l'initiative Vivre Ensemble, elle va s'adresser à, on va dire, une sorte de client principal pour mener toute cette action, qui sont les services d'incendie de secours. Donc, c'est un programme de prévention sociale qui va s'adresser à ces services, à ceux qui souffrent de réaliser trop d'interventions à caractère social ou qui voudraient prévenir l'augmentation. Et ça va leur permettre de mieux appréhender les interventions à caractère social et de mettre en œuvre des actions qui vont améliorer sur le long terme, que j'appelle la capacité relationnelle des habitants. Et ça, ils ne le feront pas seuls. Ils le feront, on va amener des collaborations. Ça repose sur un peu 3 grands axes. Le premier, c'est d'alerter les pouvoirs publics au niveau social et les collectivités territoriales sur cet état du lien social. Parce qu'il me semble que dans les 14% d'isolement ou les 18% de solitude, on ne les compte que quand c'est trop tard et qu'il est très difficile d'agir. Et que les premières couches de solitude, celles que les pompiers voient aujourd'hui, ne sont pas prises en compte dans ces statistiques. Donc il s'agit aussi du coup d'agir directement à la racine du problème, en développant justement cette capacité des habitants à tisser des liens avec l'entourage de proximité, mais aussi à aller facilement vers des personnes qu'on ne connaît pas. Et tout ça à travers des projets qui sont réplicables et que les pompiers peuvent confier à d'autres associations ou à des collectivités territoriales. Et puis, donc, il s'agit de montrer l'exemple, finalement, à d'autres acteurs pour les embarquer et faire boule de neige. D'être vraiment dans un cercle vertueux. Exactement. Les pompiers pourraient tout à fait se demander légitimement pourquoi, en gros, c'est pas à nous de faire ce job-là. Et ce serait légitime de se poser cette question. Moi, j'aurais envie parce que je vois déjà la question arriver, et j'aurais envie de leur dire que déjà, on est dans une ère de la contribution aujourd'hui, et que quand on demande à un citoyen qui fait face à un arrêt cardiaque, on lui dit, tu peux pas considérer que c'est pas ton problème. Tu es là, tu es le premier spectateur, tu es devant, tu es le premier à pouvoir agir. Tu dois alerter et tu dois agir. Tu dois faire quelque chose à ton niveau. Et voilà, c'est pareil pour moi. Les pompiers, ils sont les premiers à être spectateurs de cet état du lien social qui se dégrade. Ils en souffrent. Donc pour moi, ils ne peuvent pas ne pas alerter et ne pas agir directement, même si c'est pas tout à fait leur cœur de métier, agir là où ils le peuvent. En clair, pour résumer le programme Vivre Ensemble, ça consiste à donner un outil aux pompiers en qualité de primo-intervenant pour pouvoir agir, source de solutions face à ce problème d'intervention et cette hausse des interventions à caractère social. Oui. C'est un programme qui se veut vraiment collaboratif. Déjà, il
l'idée, c'est pas d'être seul, où ils vont effectivement avoir un rôle d'influenceur. Et concrètement, ça passe par, on va dire, 3 grandes phases. La première, c'est de leur montrer, en faisant un état des lieux, certes, de leurs interventions à caractère social, mais aussi de la vitalité sociale sur leur territoire, de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, de cartographier tous ces acteurs qui créent du lien aujourd'hui. Parce que quand on est seul, ça sert à rien de faire les choses. Mais quand on prend conscience qu'on n'est pas seul, là, on comprend où est sa place et la dynamique change. Voilà, elle est complètement différente. Ça, c'est un peu la première étape. Ensuite, c'est d'instaurer, on l'a vu un peu pour les 30% de détresse sociale, d'instaurer un lien, un pont avec les services sociaux qui, eux, pourront prendre en charge ces situations réellement. Voilà, en faisant, à travers les rapports d'intervention, permettre ce signalement et avec un retour d'information pour qu'ils aient le retour. C'est important également. Et puis, la troisième étape, qui est la plus importante, c'est vraiment acteurs de la prévention, c'est d'agir donc là où ils le peuvent à travers des sensibilisations directement auprès du grand public. Donc il y a des formats qui ont déjà été conçus. Par exemple, il y a un module Aller vers au sein des gestes qui sauvent qui ont été créés, qui sont disponibles et qui peuvent tous reprendre. Et aussi un autre format pour former les jeunes recrues ou les services civiques à la convivialité, donc non pas en tant que pompier, mais bien en tant que citoyen, pour un peu avoir une sorte d'arme de masse, parce que la convivialité, c'est la manière la plus simple de créer du lien. Quand on a compris ça, en fait, on crée une nouvelle génération à travers la jeunesse qu'on peut atteindre dans les jeunes qui sont formés chez les pompiers, ce qui donnera certainement de bonnes idées à d'autres acteurs. C'est aussi mettre en valeur ces partenaires qui créent du lien social tous les jours, en leur mettant un peu à disposition, j'allais dire, l'image des pompiers, en partageant ce capital sympathie. Et puis enfin, c'est aussi de mener une démarche collaborative territoriale en mettant en place des évaluations d'impact qui montrent l'impact de ces acteurs qui créent du lien sur l'état du lien social sur le territoire avec les collectivités et sur l'activité opérationnelle des pompiers. Donc voilà, et ce qui encouragera d'autant plus d'autres acteurs à créer du lien. Donc voilà le concept de l'initiative Vivre Ensemble. Et si un service d'incendie de secours est intéressé, je recherche mon premier pilote pour tester cet accompagnement. Je pense que le message est passé. Je pense que le message a été reçu par les services d'incendie et de secours départementaux français et j'espère que l'un d'entre eux t'accueillera pour tester ton projet, l'initiative Vivre Ensemble, puisque au-delà d'être véritablement un levier pour pouvoir réduire les interventions à caractère social, il permet aussi de renforcer avec les acteurs ce lien social. On l'a vu à travers de tes propos, Daisy, que dans nos mentalités, notre culture, on était plutôt dans un monde curatif. Comment contribuer à changer les mentalités et être plutôt dans la prévention, dans cet aspect du lien social et de la cohésion sociale? Est-ce que tu me permets, Tanguy, de raconter ma petite histoire? Pas de souci. J'avais envie de vous parler de moi, d'une autre prise de conscience. Moi, j'ai 42 ans et puis il y a 5-6 ans, j'étais chez moi et j'ai eu une coupure d'électricité. Bon, ça a quand même duré 1 heure ou 2. À partir de 2 heures, on commence quand même à flipper un peu. Et en fait, mon seul réflexe, ça a été de tweeter à mon opérateur d'énergie. J'ai pas du tout osé frapper à la porte de mes voisins. Et d'ailleurs, je les connaissais pas du tout alors que ça faisait 7-8 ans que j'habitais là. Voilà, constat. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai poussé la porte du Social Bar. On en parlait tout à l'heure. C'était en 2017. Donc, cette entreprise sociale qui a décidé de créer du lien à travers la convivialité. Et ce soir-là, eh bien, j'ai parlé à la moitié du bar. Les gens sont venus vers moi et ça m'a complètement remplie. Ça m'a rendue vraiment plus heureuse. Et en sortant de là, je cherchais la connexion visuelle avec tous les gens que je croisais. J'étais beaucoup plus ouverte, visage souriant, etc., accessible. Cette soirée, en fait, elle a changé ma vie en changeant ma relation aux autres. Et tous mes rapports avec les autres par la suite, ils ont complètement été différents. Parce que j'allais plus facilement vers les autres et que les autres voyaient qu'ils pouvaient venir plus facilement vers moi. Et ça a créé tout un tas d'opportunités et surtout, ça m'a rendue plus heureuse. Et en fait, j'ai compris seulement plus tard. Une fois que j'ai changé, j'ai compris. Je suis revenue en arrière et je me suis rendu compte que quand j'étais enfant, on m'avait dit de ne pas parler aux inconnus. Je me suis souvenu que quand j'étais à l'école, on m'a appris à être autonome, seule, mais pas à collaborer. Et puis, je me suis souvenu qu'on m'a dit que le travail, c'était super important. Et pour moi, c'était super important. J'adorais mon métier de risk manager. Alors, du coup, une fois adulte, j'ai passé tout mon temps à travailler. Et j'ai accordé plus d'importance au travail qu'aux relations sociales. Et là, j'ai revu toutes ces situations que je traitais dans le cadre de mon travail,
où les gens avaient cumulé leur vulnérabilité, leur isolement et étaient devenus des détresses sociales. Et là, je me suis dit, mince, le jour où je vais arrêter de travailler, où je serai soit au chômage, soit à la retraite, est-ce que c'est ça qui m'attend? Et là, j'ai compris que, en fait, l'isolement relationnel, c'était pas réservé aux personnes en précarité, personnes âgées, personnes en mauvaise santé. Et qu'en fait, c'était nous-mêmes qui l'avions construit tout au long de notre vie, parce que notre modèle de société était effectivement beaucoup plus curatif que préventif. Et du coup, la question que j'ai un peu envie en conclusion, de nous poser à tous, c'est est-ce qu'on veut continuer dans une société qui génère ses propres détresses et qui ensuite dépense toujours plus pour les résoudre, ou est-ce qu'on veut structurer notre société sur des valeurs qui fait qu'on est plus heureux et plus résilient et qui va permettre à des services tels que les services d'assistance et de secours de correctement remplir leur mission? Voilà, c'est une question que je vous pose et je vous laisse y réfléchir. C'est une bonne question d'ouverture qui va permettre à nos auditeurs de se questionner autour de ce sujet du lien social, de la cohésion sociale et surtout de sa place autant dans la gestion de crise que dans la sécurité intérieure. Je te remercie Daisy d'être venue pour notre podcast Wedgie de la chaire de gestion de crise. Eh bien Tanguy, un grand merci pour cette invitation et cette opportunité. C'est ainsi que s'achève ce deuxième épisode de Wedgie, le podcast de la chaire de gestion de crise. Merci à tous d'être aussi fidèles et de nous écouter. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Wedgie, le podcast de la chaire de gestion de crise.